Nous allons rattraper le temps perdu en mixant la table ronde qui était prévue ce matin avec celle de cet après-midi. Donc, j'ouvre cette session au cours de laquelle nous allons pouvoir échanger autour de quelques recommandations stratégiques qui pourraient être, si elles sont validées par vous, donc il va falloir être actif, qui pourront être proposées à la Commission européenne. Donc, nous allons en retenir 3. La première concerne la reconnaissance d'un statut juridique propre à l'investigation financière dans les différents droits nationaux. La seconde vise à créer une cellule de renseignement financier à l'échelle de l'Union européenne, cellule de renseignement financier qui serait chargée de recueillir et d'analyser l'information pour la transformer en renseignement que les cellules de renseignement financier nationales pourraient utiliser et, nous l'espérons évidemment, échanger avec les autorités de poursuite. Parce que si les CRF, les cellules de renseignement financier, gardent le renseignement, nous ne serons pas beaucoup plus avancés. La dernière proposition vise à créer à l'échelle européenne un corps d'enquêteurs financiers accrédités, issus des autorités de poursuite des États membres et de justice, qui pourraient être mobilisés en cas de besoin et qui pourraient intervenir dans le cadre d'équipes pluridisciplinaires d'investigation. Je vais à présent donner la parole à Elena Pellicer, que vous connaissez tous. Elena Pellicer est, outre ses fonctions de fonctionnaire européen, elle est, et c'est en cette qualité qu'elle intervient dans le CEFAC, doctorante. Elle prépare un doctorat de droit sur les investigations financières. Alors, Elena a préparé elle a déjà entamé un travail avec vous. Elle va conduire cette table ronde qui doit être un échange entre vous et les participants de la table ronde de ce matin, et évidemment toutes celles et ceux qui voudront bien prendre part à ce débat et faire part de leurs opinions. Je vous remercie. Je donne la parole à Elena. Merci beaucoup. D'abord, un grand merci à vous tous d'avoir été ici sur la 4e session et d'avoir travaillé, mais alors comme des anges, sur ce projet collaboratif. Si ça ne vous ennuie pas, j'aimerais structurer un petit peu les échanges de la manière suivante, préciser un petit peu la raison pour laquelle nous sommes parvenus à des recommandations stratégiques d'un niveau aussi générique, et partir des diverses observations que vous m'avez fait remonter. On va naviguer dans le document pour éventuellement vous demander de préciser votre propos. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça va, parfait. Donc la première des recommandations stratégiques, donner un statut légal à l'investigation financière en tant que procédure pénale spécifique, parallèle et proactive de plein droit. En fait, nous sommes parvenus à cette conclusion-là, non pas comme ça par hasard, mais parce que, bien entendu, tous les pays pratiquent les investigations financières, à quelques moments, à quelques niveaux, peut-être pas forcément dans toutes les affaires, peut-être pas forcément dans tous les services, mais tout le monde connaît. Simplement, ce dont on s'aperçoit, c'est que lorsque 70% des crimes sont commis pour de l'argent, que dans le lot, on réussit peut-être à identifier et à geler un tiers de cela, et qu'à l'arrivée, on obtient une condamnation avec ou non confiscation pour 1%, il est peut-être un petit peu
peut-être un petit peu urgent de reconsidérer la place de l'investigation financière, d'autant plus que, a priori, elle peut démarrer en tout cas très très tôt, c'est-à-dire même bien avant la commission d'un délit ou le repérage d'un délit, et se poursuivre fort tard jusqu'à la gestion des actifs confisqués par les ARO. Donc c'est le fil rouge d'enquête dans une affaire qui va de avant jusqu'à jusqu'à après la condamnation, jusqu'à la clôture d'un dossier judiciaire. Donc c'est pour ça qu'on est arrivé à cette solution-là, pour essayer de lever un des obstacles fréquents, qui est que quelque part, après le gel, il se passe des choses qui empêchent l'affaire de prospérer correctement et donc d'aboutir. Et la plupart du temps, soit c'est parce qu'il y a manque de connaissances, soit parce qu'il y a risque que l'affaire soit déboutée si l'on va sur ce plan-là, alors qu'on connaît un autre angle d'attaque qui soit meilleur. Mais sur les eurocrimes, c'est-à-dire crimes organisés graves, alors il nous a semblé important de l'écrire en toutes lettres dans les codes pénaux, et cela entraînerait donc une procédure nettement plus explicite dans les codes de procédure pénaux concernés. Alors, étant entendu qu'on est en collaboration et en coopération supranationale, donc évidemment chaque pays fait ce qu'il veut. Mais c'est une solution que nous proposerions sur cet angle-là, donc au niveau de la Commission. Et dans les remarques qui nous sont remontées, eh bien, il y avait la remarque de Dave Craze, qui n'était pas suffisamment explicite, donc je vais lui demander si c'est possible d'expliquer un petit peu plus pourquoi il est réticent. Si j'ai bien compris, Dave, tu disais que ça risquait de restreindre la liberté de l'enquêteur. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus, s'il te plaît? Dave? Est-ce que quelqu'un peut un micro? Il arrive. I think, do you want me to stand up at all? Yes, Yeah. I think what I was getting at was that within the UK, we already do that. There's no restriction on the way that we operate. We look at any acquisitional crime, and therefore we don't have to have any other definitions or guidelines in relation to how we proceed with the process of crime. So technically, we can look at someone who's stolen a bar of chocolate and someone who's stolen a bar of gold. It doesn't make any difference. It's an acquisitional crime, but we use our discretion as to how we operate. And obviously, we prioritize, etc. But exactly what you explained, that we proactively would look at somebody who's involved in criminality long before that person's ever aware that he's under investigation, that the financial investigation would drive that that inquiry forward. Then the financial investigation would be passed on to the senior investigative officer to show what's been uncovered, and maybe at that stage they would want to do some surveillance or any other types of investigations. But basically the financial investigator would work very closely with the senior investigative officer, and then they would organise a time for an arrest strategy, and then take it forward in that respect. So the UK are doing that okay, and are doing it quite proactively at this moment in time. So I didn't see that there was any need to sort of tinker with that. I mean, if you're already doing it, fine. Of course, I mean, it's a very good example, and we took your comment directly the way you wrote it. Now, what really was bothering me a little is there any case where a prosecutor might decide not to pursue on financial investigations for any reason? I mean, simply maybe because of human resources, waste of resource, too costly. You see, this was really the issue we had, was to try and close a loophole for serious crimes, to make sure that financial investigations is followed all along the chain, not only at an investigators level, which you usually do, but at later stages,
You see, that was the only reason, and we felt that if you already do it, well, then fine. I mean, being written or not written is okay, but it might help avoid, hurdles at a later stage after investigators. Okay, that's mainly on judiciary side. But that was all. Eleanor, I'm on the actual enforcement side now in the UK. What you probably find is within the UK, Ireland as well, we have cash forfeiture. So we can deal with cash as well against a person. So we have the option of looking at asset recovery against doing a trial against a person in the criminal world, or we can do civil against the actual property, the cash, or we have the other option of civil recovery. And because we have all those options, it opens a lot of the doors for us. But what we look at now in the UK, we look at enforcement from day one. So the way we teach officers and investigators when they go to an address and they start a job is look for all the opportunities where we can find the assets, where we can trace. So we're looking at asset tracing from day one. But we're not only looking at asset tracing, we're looking at the dissipation and preventing them from dissipating their assets. So we were thinking of restraint. Now in the United Kingdom, we're a lot lucky, and a lot of other countries in the EU, where we actually we can get a pre-charge restraint. But what we need before we get a pre-charge restraint is that there's actually going to be a real risk of dissipation. And that's what we've got. Because we've got the real risk of dissipation, which is quite a high level to meet, under the new Criminal Justice Bill, which is coming out later on this year, the Home Office are looking at that to try and lower the actual burden so that we can actually stop dissipation. But one of the other problems we have is we have a lot of fraud, so cybercrime. If you've got no actual victim, or you can't prove who the suspect is, which happens on a lot of occasions where you might have an account but you don't know whose account it is, you can't always get a restraint against that, because you've got to get a restraint against an actual person rather than... But we have the options of civil recovery. So, I've done cases before where we've put every option. So we've had cash, which has been a trial against the actual cash, but we've also had a trial against a person, convicted them, done confiscation, enforced that's been settled, and then we've looked at the next option of doing civil recovery to remove assets from worldwide. So we're looking at all those options at the moment. But that's where I think in Europe, what we should be doing is considering cash forfeiture, which a lot of countries haven't got. Let's have a trial against the cash in all of Europe, but also looking at every option in a job. So not only putting someone away for 9 years, but as all the speakers have said this morning, let's take away those assets, because it's only by removing them and their money which will stop them from doing the crime. Thank you, Jason. That was crystal clear. That's exactly the level of exchange which really I enjoy. Obviously, you've got tools which other countries don't have yet, and it certainly is easier. Okay, so as for UK, forget about this proposal. Would anyone else maybe comment on this? Prosecutor, police, customs? No? Okay. Pardon? Oh, no. Okay, so in that case, I have taken duly account of all the comments which were given here, and they will be added. Okay, so we have a full appendix on how you deal with this. Okay, that's for everybody to just have the same information. Oh, yes. Mike. Where's the mic? I'm Gita, I'm from the Netherlands, and I was thinking, because we have in our legislation also another thing about seizure, that we also do it with people, especially if you're money laundering, you want to have your assets not on your name, because
we all will follow you then. But we have in our law also the system that we can also seizure if you're a straw man for someone else. And actually, it would be great if everyone could have that also in the legislation. Maybe you can add it. Then on national legal systems. I know, but I thought yeah. maybe if you're making the recommendation, because that's also why we seize also a lot, because we also take the person who's taking your assets under their names, and that also happens a lot in criminal organizations. Right, but this, maybe I'm not clear when I explain things, but in cases of corruption, for example, you may have stumbling blocks in, from a political point of view. Okay, you have those tools. You may use them. You use them 99% of the times, and then the 100%, the last 1%, which is very important in a huge case of corruption, you will be forbidden to use it because it is not mandatory. This after the level of investigators, okay? Because I know that investigators will be doing their jobs. It is their task, okay? But afterwards, what I'm worried about is political interference in that case, where, there are two ways to look at things. One is financial investigation and one is something else. And for political reasons, financial investigations, which would have been the most efficient, will be turned down because it is not mandatory on specific serious crimes. That was the only reason for this. Okay, I know that all of you are doing it, but this is a prospective loophole, if you like. Okay, now you've got lots of tools around that may help you, find your way to the money. Okay, but then in other countries, we don't have that many. Okay, and in that case, there is a prospective loophole there, especially in very sensitive political cases with corruption, which is one of the cases where, it is hard, to follow the money in the first place. Okay. Okay, but Gita, thank you for your comment, and we will there again. Write it down. Okay, as Netherlands having tools for seizure, which are used pretty frequently. Okay. Right. Any other comment? No. No. Well, in that case, if you don't mind, can we skip to the second one? Second strategic recommendation, and that is lift the obstacles to an efficient use of financial investigation by creating a centralized European financial investigation unit. Okay? This may come as a surprise to you, and it was a proposal from the president of the Belgian FIU, okay, who felt that maybe you remember the interventions of Eurojust, Europol. Okay, do you remember Eurojust showing a map of the various criminal patterns according to the countries? Okay, now FIUs are very important in the link because they are the first ones to be, like a little bell. If something rings the bell, it may come from the FIU. Right now, what FATF requested was to have risk analysis per country on national basis. Okay. Now, if you have risk analysis in a country A, which has a specific type of crime, then risk analysis in country B, which has another type of crime. Okay. It comes to sense that a centralized FIU would analyze all this to have, a better view of what's happening Europe-wide. Okay. This was the reason why we proposed this. And let me see if you had any comments on this. Okay. Retrouve-le-moi, s'il te plaît, je sais plus où c'est. Écoute, je ne sais plus maintenant. C'est FIU, quoi. Je sais plus. C'est dans les stratégiques. Non, tu vas remonter, c'est plus. C'est tout au début. Les stratégiques sont tout au début.
plus. Non. Parce que là, descends encore un peu. Descends. Descends. Voilà, ça doit être quelque part par là. Non plus. Encore un peu. Descends. Je sais pas où je l'ai mise. No, no, okay. Right. I wonder whether Anes, for example, would have any comments on how this might help, FIUs plus law enforcement, then judiciary, then arrows. So as being, the beneficiary of all the actions that come before, how would you use this kind of analysis center Europe-wide? I mean, would it help you in your work? No? Or could you exchange? Yes? Because you know how to work on a platform, but this would be different. So is it the right format for you, for example? Yes? From my experience in the Arrow platform, this is a great possibility to discuss these themes, to compare with other legislations, to compare the different systems. There's a different system in Austria than in UK. We don't have this approach to civil confiscation, but we can discuss it on a European level to maybe find better solutions to tackle illicit crime. Okay, and how about a centralized FIU at European level that would gather information, analyze it at European level, and then give it back to as many links of the chain as possible? Would you feel it useful? I have to think further about it because at the moment I don't have enough information how to create it and what powers this FIU could have. It depends on gathering financial information. How are they gathered in the central European FIU? How can this information be analyzed? I'm not sure if every country is really able in the moment, in the actual legislation, to deliver all the needed information. Okay, I think Camelia wanted to. This recommendation is very useful. I see it in practice under FIU.net system platform, and both under Egmont system of cooperation of communication of FIU analysis. And I will also add that all judges and prosecutors should have direct access to this FIU. For instance, as a judge, I would be very much interested of knowing about the offshore participation of legal entities that are incorporated in Romania. So I might find it very useful in order to avoid the publicity of such requests, to have the power to address directly this request with the FIU, to gather data, for instance, an offshore entity that is incorporated in Cyprus. So it's a very good idea to establish such an European FIU. I see it not operational, but mostly like of a pool of research, pool of gathering information, fostering cooperation under the decision from 2000 and 2006 among cooperation between FIUs. So I think it's both functional under FIU.net and under Egmont platform of communication. It's a very great idea. Thank you. Thank you. Okay, I guess you sent your comments over the email. Actually, I added some thoughts, but not exactly comments. Okay, But it's a very good idea. I would have nothing else to add. Okay. Well, thank you, Camelia. Could I just check? Yes. In Europe, you've obviously got Europol, and then you have the Camden
Yeah, I know. network Yeah. with the exchange of intelligence, and then you have the Eurojust with all the justices Yeah. sitting around where they have their regular meetings. Yeah. Would this be a duplication of that? That would be quite different, actually. You see, going through, I mean, I'm just listening to Camelia trying. That's okay. I mean, this is exactly the kind of exchange. I mean, you're just picking up. Right, that would be quite different, actually. There are the platform or network-like gatherings, okay, which are totally operational, okay, and where you can exchange good practices, where you can maybe ask, information, hit, no hit, and the like, okay. But this would be quite different in that it would totally work on analysis, which cannot be done at each country's level for the rest of Europe. Each country has got its own FIU and analysts, but they are working with the crimes and STRs they have in their own country, okay? So if you want to have maybe a bigger view, okay, maybe one little STR in your country is a synonymous of a much huger case elsewhere, okay? And trends, you may see them appear in one country or two or three, you don't know. And in order to see what's happening, as quickly as possible, and to try and analyze and to be proactive, they're just being proactive, before the crime is committed, before you really have the beginning of a case for money laundering, just have analysis which cannot be done at each country's level, except, on the perimeter of the territory of this given country. Yes. Only a short personal remark. Maybe the discussion on the European Financial Intelligence Unit could be linked to the discussion on the European Public Prosecutor's Offices. Maybe it would make sense. There are so many questions still open. What powers should European Public Prosecutor's Office investigate, and what powers should they have, and what offenses should it investigate, and what is the relationship to the National Public Prosecutor's Offices? And it would possibly make sense to make a parallel proposal, or to structure that financial intelligence unit in a link to the European Public Prosecutor's Office and have parallel powers. And one personal consideration, I heard a lot of different various networks on the European level, but at the end, the more networks you have, the more complicated issues become, and the more information gets lost. The number of networks does not mean, or does not correspond with the quality of work. And even on national level, we have a lot of formal and informal discussion around, but that's in fact also an obstacle. I understand, and maybe you would want to write the whole thing over an email to me. Okay? That would be great. Right, okay. I've just been warned that I have 10 minutes left, so we just... Yes, is somebody wanted to... Yeah. Thank you. Does it work? Yeah. About this, it's just my opinion, but about the relation between Eurojust and Europol and the FIU, about Italy, these are just two different things, because one is crime side, the other one is the administrative. So I think that is not a problem. But about a central FIU, I would see some problem according to my knowledge of the Italian system, because there is FIU and just there is a first phase of the analysis, and after there is the STR are sent to DIA for the mafia contest, or Guardia di Finanza for all the other contests, and there you have another analysis. And in the second phase of the analysis, you match with for example,
with the criminal data, for example, those who have been denounced for crimes. So maybe you can put together different STR according to the databases of the police. Starting from this, there is a part of the analysis that must be done with the information that for example, police has. And starting from this way we work, I think that probably would be okay. We can imagine a second phase of analysis by this hypothetical FIU in Europe, but not to send all the STR to Europe and after wait for their analysis, okay? Maybe just something they do after, because I'm not sure about the way this should work. Because I think that it could take much more time, okay? Okay, but this is already too much details. I mean, we're just discussing on proposals as such. Talking about the proposal, just the idea of a supranational FIU working before the STR can arrive to the police. I'm not sure that this could work. Okay. No. This is only analysis on a purely analytic basis. I mean, it has nothing to do with. I mean, this is proactive, which means that you will get trends, you will get newly appearing actors. I mean, by the time you are in a case, this is history. I mean, they will have moved on further analysis. This is proactive. It means before crimes happen. This is real intelligence. That is, trying to. This is what's one of the branch of intelligence-led policing. By the time you get a case, I mean, they are moved on to another level of proactive analysis. I mean, it would not interfere with your work because your work comes later. Okay, but this is already too fine a detail. Obviously, I mean, the idea is, just going on since you're trying to find out, to check various angles, see what kind of issues could be brought about. So obviously, I mean, it's something you have to think about and survive. But anyway, I mean, thank you for your comments, okay? And I'm just writing down, the pros, the cons, and we'll see how it shapes. Okay, 5 minutes left. 5 minutes, yes. Okay. The last proposal which normally was agreeable to everybody, and that was creating a structured training syllabus common to all European countries for financial investigators, and plus an accreditation system. Okay, this was apparently okay with everyone. We noticed. Just a sec. We have noticed, and you have the documents. You will see the input of Gita here, as well as the input of Dave for accreditation. So just going on with the idea. Okay, and yes, Esther. Hi, I'm Esther from the Netherlands. Last night we talked about in bar also about his proposal. What I miss here, it's just about the analysis and financial stuff, but I miss, for example, the interrogations techniques. Last training, I asked a few of the colleagues from other countries what they get about training for interrogations techniques. And some countries say, you have a degree, so you can take an interview. And I don't agree with that, so I think we should also practice more of the training for interrogation techniques, okay. Especially for money laundering. Right. Okay. Well, in some countries, training goes from the basics up to preparing the file. Okay, and that means that covers interviewing actually. Up to preparing the file for prosecutors and judges in order to give expert witness. Okay, so this is absolutely possible. I mean, there again, obviously, you just
been thinking about, what ought to be there and what you would like and so on. So maybe I could ask you, for those who want, to think about it, and before end of April, just to send me what would, in your own way, the ideal syllabus be for financial investigation training. Okay, what would you like to be taught if there was this kind of thing, to be put at European level, right? So we can try and have a common basis, the nucleus that everyone wants to see and to be taught, okay? And then specializations to come around, according to places of training. I mean, not all places can train, for example, in big data or in Bayesians, like Lausanne, and other specialties around which you would like, specializations you would like to be trained into, okay? I mean, if you feel like it and if you really want to go on, and we could build a kind of informal working group, for example, okay? Right, I think I've exceeded my time. So there again, thank you very much for being so straightforward and helping and for contributing to this, okay? Elena, s'il te plaît, quelques mots de synthèse en français sur ces 3 éléments. En 3 phrases, hein? Sur la thèse? Non, sur... oui, de synthèse, pardon. Donc, si je fais une sorte de petite synthèse rapide, donc sur les propositions stratégiques, d'accord, nous avons des positions qui ne sont pas dissidentes, mais qui s'expliquent par le droit, d'accord, donc nous allons reprendre ça. Mais l'idée en soi ne vous déplaît pas. La création d'une FIU, d'une CRF qui soit entièrement, qui soit au-dessus au niveau européen et qui fasse de l'analyse proactive. Là aussi, il y a du pour, il y a du contre, mais globalement, vous en êtes déjà aux modalités, donc ça veut dire que l'idée n'est pas entièrement rejetée. Et puis, créer donc un corps au niveau européen d'investigateurs financiers formés et accrédités. Là encore, vous commencez déjà à envisager comment ça pourrait se faire. Donc, l'idée vous convient. Est-ce que je parle sous votre contrôle? D'accord, d'après les commentaires que j'ai eus, que vous m'avez envoyés, que vous allez avoir de toute façon déjà dans votre boîte email. Voilà. Donc, vous avez également dans le document 35 propositions qui sont plus opérationnelles, qui montent directement de chez vous et qui vont aller directement aussi à la Commission européenne sans filtrage, tel que c'est là. Voilà. Merci infiniment. Alors, nous allons poursuivre avec ce second projet phare du CEFAC, qui était la constitution d'une base de données, d'un centre de connaissances. Et Marc Simon a créé ce néologisme. Alors, je ne sais pas si les traducteurs vont pouvoir le traduire en anglais, mais en français, ça donne référothèque. Voilà. Je vais demander à Marc de l'introduire, et puis Sébastien Dupont, qui est ingénieur de recherche au CEFAC et ingénieur informaticien, qui l'a conçu en lien avec Marc Simon, nous fera une présentation. Non, c'est bon, c'est automatique. Comme je vous l'ai dit lors de la première semaine, en fait, le projet CEFAC ne se limite pas simplement à une formation. La formation n'est pas une fin en soi, en fait c'est un départ vers la création d'un réseau d'experts. Donc les 120 personnes qui ont suivi cette formation doivent créer un réseau d'experts par le biais d'échanges mutuels, que ce soit opérationnels ou autres, mais également via d'autres outils. Le site CEFAC et la référothèque, néologisme, en fait c'est bibliothèque virtuelle. Pourquoi? Parce que nous nous devons de centraliser via ce biais toutes les bonnes pratiques qui sont réalisées au travers de vos différents États membres, au niveau de vos organisations, etc., pour qu'on puisse, à notre niveau, les centraliser, mais non seulement les centraliser, les valider et puis les disséminer.
Puisque, rappelez-vous, au niveau de l'analyse financière criminelle, analyse criminelle comme un enquêteur financier, un magistrat financier, maîtrise parfaitement les raisonnements, maîtrise parfaitement les techniques et les outils, mais s'il ne dispose pas des connaissances de base et actualisées par rapport aux nouvelles tendances des phénomènes criminels contre lesquels on lutte, nous allons passer à côté de l'objectif clé. Donc il faut absolument que cette référothèque soit un outil qui soit vivant, qui soit alimenté par vos différentes expériences pour qu'on puisse vous disséminer vraiment ces informations de telle sorte que vous puissiez travailler dans les meilleures conditions avec vraiment les informations actuelles sur les tendances et les modes opératoires qui sont utilisés par les criminels et dont vous savez qu'ils changent de manière très très rapide, on en dit tout à l'heure. Donc voilà, donc la bibliothèque virtuelle, c'est pas simplement stocker des informations, c'est stocker, c'est valider, c'est disséminer, c'est un outil vivant. Et donc c'est la raison pour laquelle, avec Sébastien, on a tenu absolument à créer cet outil. D'ailleurs, un outil que j'ai créé moi-même aussi au niveau national, en créant un centre d'expertise de connaissances, analyse et forensique qui repose sur le même principe, c'est de dire toutes les connaissances utiles et nécessaires, pertinentes, seront centralisées en un seul point d'entrée, qui est le centre d'expertise et de connaissances, et qui sera accessible à tous les acteurs de l'enquête, qu'ils soient magistrats, enquêteurs financiers, experts du chiffre, etc., ou les analystes criminels. Donc, c'est pour nous permettre d'avancer ensemble pour avoir les moyens utiles et nécessaires pour lutter de manière beaucoup plus efficace et efficiente contre la criminalité organisée dans ses dimensions économiques et financières. Donc cet outil est absolument indispensable et je compte sur vous, d'ailleurs je vais vous harceler pour obtenir le maximum d'informations pour pouvoir alimenter cette base de données. Merci beaucoup Marc, étant entendu que cette base de données est en accès restreint, n'est-ce pas Sébastien ? Je vais préciser. Donc, comme les images vaut mieux que des mots, je vais accompagner ma présentation d'une petite vidéo qui va vous démontrer toutes les fonctionnalités de la référothèque. Donc, qu'est-ce que c'est la référothèque ? Je n'ai pas besoin de le préciser, Marc vient de le faire. Il s'agit d'un site internet privé qui est accessible simplement aux stagiaires du CEFAC, mais aussi à tous les professionnels qui en font la demande. Donc, il suffit pour cela de m'envoyer un mail et je donnerai accès. Le site est en anglais et en français. Il est partagé en deux grandes catégories, une partie formation et une partie recherche. La partie formation est elle-même partagée en deux sous-catégories, l'une de e-learning qui permet de préparer la formation au CEFAC et l'une qui accompagne les stagiaires durant toute cette formation. Dans la partie e-learning, les stagiaires peuvent retrouver jusqu'à 6 chapitres de différents sujets qui vont de la législation européenne aux techniques d'informatique d'investigation. Dans un premier temps, nous avons conçu un système de e-learning qui était simplement du texte brut, comme vous le voyez ici, avec soit un téléchargement des documents ou un parcours par livret. Au fur et à mesure, nous avons amélioré le e-learning et nous avons été vers un objet beaucoup plus interactif, avec une interaction qui se fait par diapositif, qui permet aux stagiaires de pouvoir naviguer, mais aussi de pouvoir participer à la formation en faisant, comme ici on le voit, des puzzles, par exemple, sur l'organisation d'Europol, ou alors en répondant à des petits questionnaires qui vont leur permettre de progresser dans la formation. Donc, on va voir ici un petit questionnaire sur la cybercriminalité. Qu'est-ce que c'est des hackers? C'est des chapeaux blancs, chapeaux gris et chapeaux noirs, et avec la réponse validée et des petites annotations. Ensuite, on a l'accompagnement durant la présence. Pour cela, ils ont d'abord accès à un planning qui leur permet de voir tous les cours qui vont suivre au CEFAC. Ils peuvent imprimer ce planning et en se promenant sur les différents éléments, ils ont quelques informations complémentaires comme l'intervenant. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs sessions au CEFAC, des intervenants, des stagiaires. Donc, c'est bien d'avoir accès au listing des intervenants et des stagiaires. Donc, c'est mis au sein de la référothèque avec les coordonnées des personnes qui sont participées au CEFAC. Petite particularité pour les stagiaires, nous avons une carte interactive qui permet par pays de voir les stagiaires ayant participé aux sessions du CEFAC. Donc, à partir d'aujourd'hui, il y a les 4 sessions qui sont enregistrées dedans. Donc, je laisse dérouler.
Ensuite, lorsque les stagiaires sont présents, et on a effectivement remarqué à partir de la deuxième session qu'ils aiment bien avoir le support des intervenants. Donc, tout de suite, dès qu'il y a une intervention, le support du cours est mis en ligne et on peut le consulter sous format PDF. Les stagiaires peuvent ensuite soit le garder pour eux ou aller le consulter quand ils veulent sur le site. Nous avons aussi quelques informations sur le contenu des différents cours. Par exemple, le cours de Marc Simon, mais aussi des informations sur le DU du CEFAC, puisque le CEFAC propose aussi un diplôme universitaire. Donc, il y a toutes les modalités pour l'inscription. Il y a aussi une manière un peu plus ludique. Nous mettons en ligne les différentes photos qui ont été prises lors des sessions de formation, comme nous pouvons le voir ici. La deuxième grande catégorie du CEFAC, enfin de la référothèque, c'est la recherche. Pour cela, nous avons créé ce que nous appelons effectivement la référothèque, d'abord avec un moteur de recherche qui permet de trouver tous les documents dans un domaine. Il suffit de saisir une phrase clé, puis d'appliquer quelques filtres, soit par pays, soit par type de document, par organisation, par sujet. On clique sur le moteur de recherche qui nous donne la liste des documents correspondants triés par rapport au taux maximum de correspondance. Autre élément de la référothèque, vous avez la bibliothèque idéale. Nous essayons, et ça je vous fais la demande, de me fournir, quelle que soit la langue, les documents, les livres qui existent dans vos pays et qui correspondent au domaine qu'on étudie, de façon à ce que je les insère dans cette bibliothèque. Ensuite, nous pouvons consulter les différentes évaluations par pays, ce qui permet tout de suite de trouver le document qui correspond. Nous avons aussi mis en ligne une vidéo d'une réunion qui a eu lieu le 20-10-2013 concernant la criminalité organisée au Conseil de l'Europe. Donc cette vidéo est disponible dans toutes les langues des pays européens puisque nous avons récupéré toutes les langues. Autre fonctionnalité, un agenda. Ça permet de pouvoir mettre les événements qui concernent le domaine dans lequel nous travaillons. Alors, point important, vous pouvez vous-même insérer des rendez-vous. Pour cela, il vous suffit de sélectionner les cellules, mais je vais bientôt vous faire parvenir un petit fascicule pour vous expliquer. Et vous pouvez créer des événements comme vous le voulez pour les partager avec vos collègues. Ensuite, vous avez aussi un carnet d'adresses des différentes organisations par pays. Donc nous avons par exemple ici la France, où nous avons toutes les organisations qui sont consacrées à la lutte contre la criminalité organisée. La référothèque contient aussi une logithèque. C'est un espace où l'on vous propose des logiciels gratuits qui peuvent vous aider dans vos investigations. Soit des logiciels de forensique, soit des logiciels de bureautique, ou de schématisation, ou de développement. Nous vous proposons aussi un traducteur. Alors ça, c'est opérationnel depuis quelques jours. Donc vous avez un traducteur qui vous permet à peu près de traduire la plupart des termes policiers dans 5 langues. Donc vous avez un exemple ici avec le mandat d'arrêt. Donc je vous montre, traduction d'abord en allemand, du français vers l'allemand. Donc il vous traduit non seulement en mot à mot, mais il vous propose aussi d'autres traductions, des éléments qui ressemblent. Traduction en anglais, traduction en espagnol, et je ne l'ai pas mise. Normalement, il y a aussi la traduction en néerlandaise, mais elle n'apparaît pas à l'écran. Ensuite, vous avez aussi une autre carte interactive qui vous permet de voir les sites à la fois législatifs et le registre du commerce qui se trouvent dans les différents pays. Donc là, il vous suffit pareil de cliquer sur un pays et de demander ce que vous cherchez. Est-ce que vous cherchez la législation ou est-ce que vous cherchez le registre du commerce? Donc il y a des pays qui sont mieux fournis que d'autres. Ici, la Roumanie, au niveau du registre du commerce, ils ont pas mal de choses. Ensuite, quelque chose à laquelle je voudrais que vous participiez, c'est le forum. Donc c'est quelque chose qui existe maintenant depuis quelques mois, mais personne ne l'a encore utilisé. Et vous pouvez, à travers différents sujets, vous exprimer, échanger entre vous. Quel est l'avenir de la référothèque? La référothèque va évoluer. D'abord, nous allons améliorer la partie e-learning, comme je vous ai montré, pour qu'il devienne encore plus interactif, mais aussi vous mettre à disposition la possibilité de télécharger ce e-learning et de le graver sur CD pour que vous puissiez l'utiliser dans vos propres formations.
Nous allons aussi continuer à alimenter le moteur de recherche. Malheureusement, je suis seul et alimenter les documents, il faut que je les cherche, que je les convertisse de façon à pouvoir les indexer. Donc là, je vous demande aussi un travail. C'est dès que vous voyez des documents qui apparaissent dans votre pays sur la matière de la criminalité organisée, des investigations financières, faites-moi les parvenir pour que j'alimente la référothèque. Ensuite, nous allons essayer de créer un lexique des bonnes pratiques dans le domaine des investigations financières. C'est-à-dire, quand quelqu'un aura besoin de connaître comment faire ou quelles sont les recherches qu'il doit effectuer dans tel ou tel cas, nous allons essayer de mettre au sein de la référothèque cet index. Et nous allons enfin, si le projet du CEFAC2 a lieu, créer un outil pour vous aider lors de vos investigations financières et sur l'analyse des données. Donc un outil qui vous permettra de faire du data mining, mais aussi des analyses de données comptables, de données téléphoniques et autres. Donc là, pareil, je suis ouvert à toutes les propositions et à toutes les idées que vous aurez pour que justement nous concevions un outil qui puisse être utile pour tous. Donc je vous remercie et comme vous le voyez, la référothèque vous demande une coopération à tous. Donc n'hésitez pas à me communiquer toutes les informations que vous aurez à votre disposition. Merci. Merci infiniment, Sébastien. Y a-t-il des questions que vous souhaiteriez poser à Sébastien? Donc, vous l'avez compris, cet appel vibrant à votre coopération pour continuer à en faire un véritable outil au service de chacune et de chacun d'entre vous. Bien, s'il n'y a pas de questions, je vous propose tout de suite de mettre en place la dernière table ronde qui va débuter dans 2-3 minutes. Merci.